Bienvenue dans cette émission Grand Débat. Aujourd'hui, vraiment, c'est une exclusivité où nous allons parler du secteur de la santé. Au cours de cette émission, vous allez découvrir, moi et vous, c'est quoi l'équipe médicale d'urgence. Je choisis au moins une personne de marque avec lui. C'est alors qu'on va découvrir plein de choses sur la structure, cette nouvelle unité de la santé. J'ai reçu pour vous aujourd'hui les coordonnateurs de l'équipe médicale d'urgence. C'est le docteur Singa Limobutu Laurent. Avec lui, on aura découvrir, en savoir un peu plus de qu'est-ce qu'il s'agit. Je salue directement. Bonjour, docteur Singa. Bonjour, madame Christelle. Comment vous allez? Je me porte à merveille, surtout à la veille de Noël. En forme? Très en forme. La structure également, ça évolue l'équipe. Oui, l'équipe se met en place petit à petit et on a de l'espoir qu'elle ira de mieux en mieux. Merci beaucoup. Nous avons le réel plaisir de vous avoir aujourd'hui dans notre émission Grand Débat. La population, nous-mêmes, nous voulons découvrir tant de choses sur l'équipe médicale d'urgence. D'une manière résumée, pouvez-vous nous parler de l'équipe médicale d'urgence? Merci pour votre préoccupation. L'équipe médicale d'urgence, par définition, ce sont des professionnels de santé qui peuvent être au niveau gouvernemental comme au niveau non gouvernemental et qui sont constitués de médecins, des infirmiers et toutes les couches qui interviennent dans la prise en charge médicale. Et ils ont pour rôle d'assurer des soins cliniques directs aux populations en situation des urgences sanitaires et catastrophes naturelles. Voilà ce que vous pouvez retenir. Donc je pense que dans votre vie, et comme toute autre personne, vous avez remarqué que souvent quand il y a des urgences dans notre pays, il y a des équipes qu'on appelle les médecins sans frontières, il y a des équipes qu'on appelle des CICR, ils viennent pour assurer le soin clinique. Voilà. Et ça, ce sont des équipes médicales internationales. Et nous sommes une équipe médicale nationale. Docteur, vous venez d'évoquer que vous intervenez dans des cas de catastrophes naturelles seulement. Donc nous avons dit toutes les situations d'urgence et toutes les situations de catastrophes. Donc il y a des épidémies. Il y a eu la maladie à virus Ebola. Il y a eu récemment, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a la maladie de Covid qui continue à sévir. Et ces malades-là sont amenés dans les centres de traitement. Et dans les centres de traitement, c'est là où interviennent les équipes médicales d'urgence qui vont dans ces centres-là pour assurer du soin à ces personnes-là. Docteur, nous venons de parler d'annoncer dans notre introduction, on a dit que c'est une nouvelle unité de la santé. Alors, je veux savoir quand est-ce que vous avez initié au moins ce programme? Alors, tout part d'abord de la vision du chef de l'État. Le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fait deux axes prioritaires en ce qui concerne le ministère de la Santé. Premièrement, c'est la couverture sanitaire universelle. Et deuxièmement, c'est cette prise en charge, n'est-ce pas, de situation des urgences. Et par rapport au deuxième volet de l'axe prioritaire, son Excellence, le ministre de la Santé, le docteur Jean-Jacques Mbunga Mbanda, a saisi cette opportunité pour mettre en place, rendre opérationnelle cette équipe. Donc, je vous fais bref une petite historique de la gestion des urgences avant de chuter aujourd'hui
avec les équipes médicales d'urgence. Donc entre les années 60 et 75, la gestion des urgences avait été réservée à la Croix-Rouge. Et puis de 75 à 96, la gestion des urgences de notre pays a été confiée à la cellule de crise et catastrophe qu'on appelait FONAMES à l'époque, donc Fonds national médico-sanitaire. Et de 1996 à 2002, cette gestion a été confiée au Conseil de protection civile créé par un décret. Vous voyez? Et en 2002, n'est-ce pas, on a eu à créer un programme national des urgences et actions humanitaires, n'est-ce pas, qu'on appelle le PUNUA, mais ces programmes avaient pour mission la préparation de la réponse, n'est-ce pas, aux situations d'urgence, aux situations d'urgence et catastrophes sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Donc, ce programme agissait normalement dans la préparation. Et en 2017, OMS a eu des contacts avec le ministère de la Santé. Au fait, qu'est-ce qui s'est passé en réalité? En 2010, si vous vous souvenez, il y a eu des catastrophes en Haïti. Et quand il y a eu des catastrophes en Haïti, donc ils ont eu besoin d'un appui médical pour que le monde intervienne dans ces pays pour aider les gens. Et il y a eu plusieurs pays qui ont envoyé les équipes médicales qui sont allées travailler sur place là-bas. Mais après, il y a eu une évaluation qui a été faite. Donc en 2014, il y a eu une évaluation qui a été faite. On s'est rendu compte que non, effectivement, la catastrophe qu'il y a eu en Haïti avait besoin du personnel de santé. Mais ces personnels, quand ils sont arrivés, est-ce qu'ils ont effectivement apporté des soins requis pour la population concernée? Donc on a vu qu'il y avait une absence de la coordination. Vous voyez? On a noté que les interventions n'ont pas été réalisées selon les normes. Vous voyez? Selon les normes. C'est comme ça, d'où l'initiative de mettre en place des équipes médicales d'urgence qui, en réalité, sont des personnels de santé qualifiés, formés, n'est-ce pas, et qui travaillent sur base des normes et des standards. Et ces personnels peuvent être déployés dans le 24 à 48 heures. Ça, c'est au niveau mondial. Vous voyez? Vers les années 2017, cette notion mondiale a commencé à s'étendre. Et l'Afrique aussi s'en est appropriée. Vous voyez? Et l'Afrique a fait des campagnes de sensibilisation. Vous voyez? Il y avait 14 pays qui étaient invités pour participer à ces assises-là. Et notre pays avait fait partie de pays qui ont participé dans cette sensibilisation africaine. Et c'est pendant ces moments-là que le contact a été maintenant entre notre pays et l'Organisation mondiale de la santé. Et pendant que ces contacts ont existé, il y a eu au départ, en 2019, donc du 11 au 16 novembre 2019, un atelier de sensibilisation à l'époque. Et au cours de cet atelier de sensibilisation, il y a eu des recommandations. Parmi les recommandations, c'était de créer un document normatif, un document légal pour mettre en place les équipes médicales d'urgence. Et en son temps, le ministre, en 2019, et ces recommandations ont été formulées et déposées au niveau du ministère de la Santé. Le secrétariat général de la Santé a étudié la question et a trouvé que c'était très important que cette structure puisse exister dans notre pays.
C'est comme ça qu'il en a fait des recommandations, des propositions auprès du ministre. À l'époque, c'était le ministre Eteni. Et depuis janvier 2020, n'est-ce pas? Depuis janvier 2021, que Eteni, le ministre sortant, a sorti un arrêté ministériel pour créer, n'est-ce pas, des équipes médicales d'urgence. Et depuis ce temps-là, il y avait un vide. C'est comme ça que cette équipe a travaillé, parce qu'elle a quand même fait 2 déploiements pendant ce temps. Il y avait une épidémie de la rougeole, et cette équipe est descendue sur le terrain. Vous voyez, est descendue sur le terrain et a travaillé pour soigner. Parce qu'il ne suffit pas, quand on fait de soins, il y a 2 parties de soins. Il y a la partie préventive, qui est constituée par la vaccination, et puis la partie curative, qui est constituée par tout ce qu'on donne comme médicaments, tous les soins. Et cette équipe a fait 2 déploiements, qui avait trouvé en son temps le taux de décès, qui était à 2% à l'époque, et ils ont ramené, avec des soins qu'ils avaient assurés en ce moment-là, ils ont ramené ça à 0,9, vous comprenez. Et malheureusement, comme il n'y avait pas les animateurs, donc tout a pataugé. Oui. Et Dieu merci, le ministre de la Santé actuel, docteur Jean-Jacques Ndungani, ayant trouvé la pertinence de la chose, c'est depuis juillet qu'elle a mis en place la coordination de l'équipe médicale, dont je suis le coordonnateur national de l'équipe médicale d'urgence. Alors, cette équipe, elle est là. Depuis qu'elle est là, il fallait d'abord qu'elle puisse être installée. Son installation a eu lieu à la fin du mois d'août, et ça coïncidait avec une réunion internationale. Donc il y avait la 5e réunion internationale des équipes médicales d'urgence. Et le ministre de la Santé, comme il tenait vraiment à la structure, il nous a désignés pour aller représenter la République démocratique du Congo en Arménie. Nous sommes allés là-bas et au cours de cette réunion, on nous a donné des plans stratégiques, n'est-ce pas, en ce qui concerne l'Afrique. Et quand on est revenu de ça, il fallait maintenant faire un atelier pour commencer, n'est-ce pas, l'effectivité des équipes médicales d'urgence. C'est comme ça que du 21 au 25 novembre de cette année, s'est tenu à Kisantu un atelier d'induction pour que vous puissiez être considéré. On doit vous montrer c'est quoi les équipes médicales d'urgence. Et voilà, avec cette équipe, nous avons commencé avec 5 provinces. Donc il y a eu les représentants des 5 provinces qui étaient venus. Donc la ville-province de Kinshasa, il y avait la province de Haut-Touélé, il y avait la province de Sud-Kivu, la province de Nord-Kivu et la province du Congo central. Docteur, excusez-moi un tout petit peu. Oui. C'est installé dans toutes nos provinces, où soit c'est en voie d'être mise en exécution. Okay. L'équipe médicale d'urgence n'est pas encore étendue sur toute la République démocratique du Congo. Donc nous sommes dans un plan progressif. Là, il fallait avoir un noyau de départ. Et à partir de là, nous allons faire un plan, n'est-ce pas, stratégique d'opérationnalisation de l'équipe médicale d'urgence. Et dans ces plans, nous avons prévu de mettre dans toutes les provinces, n'est-ce pas, une équipe médicale d'urgence. N'eût été de petits soucis d'ordre technique, d'ordre financier, on allait commencer par la province de Nord Kivu. Là, on allait faire, comme vous le savez, madame, ça fait plus d'une décennie, ce coin-là est un coin où il y a tout ce qu'il y a comme problème d'urgence de santé publique.
vous avez les épidémies d'Ebola qui continuent à sévir, vous avez le conflit armé qui amène des déplacements de population, et qui dit déplacement de la population, il y a toutes les maladies qui là-bas, vous voyez, et il y a le volcan, hein, donc il y a tout, vraiment c'est un tout. Alors il nous faut commencer par là, il nous faut vraiment commencer par là pour mettre une équipe médicale, et à partir de là nous allons faire progresser. Nous avons déjà dans notre plan, nous avons déjà un plan on avait prévu pour le premier trimestre de faire à peu près 4 ou 5 provinces. Donc la province de Nord Kivu, la province de l'Équateur, comprenez, parce que pour parler d'Ebola, il faut parler de l'Équateur. Il y a la province de la Chopo, vous voyez, la province de la Chopo. Nous avons pris la province de Sud-Ubangi, n'est-ce pas? Et nous avons pris la province de Sankuru. Donc c'est pour un début. Donc on va travailler ouest, est, centre, sud. Donc on fera ça. Docteur, vous venez de dire que vous étiez installé il y a quelques mois, si on peut compter 2 mois déjà. Et nous voulons savoir, est-ce qu'il y a déjà toute une équipe où vous travaillez avec, soit vous étiez installé vous-même, c'est à vous alors d'initier au moins, soit de nommer quelques membres, de pouvoir au moins de vous accompagner pour bien travailler dans cette équipe médicale d'urgence? Certes, nous avons la coordination, donc l'équipe de la coordination, elle est tout entière, parce que il y a le coordinateur national, docteur, que je représente, il y a la coordinatrice nationale adjointe en charge des aspects médico-techniques, docteur Nadine Oueregemer Aziza, il y a le coordonnateur national adjoint en charge de la logistique, docteur Richard Kitenge Omasumba, et le coordonnateur national adjoint en charge des aspects administratifs et financiers, M. Théo Niembo. Vous voyez? Maintenant, avec cette équipe, nous allons élargir. Nous allons élargir parce que nous ne pouvons pas tout faire. Dans les équipes médicales d'urgence, il y a 2 organes importants. Il y a 2 organes importants. Il y a la coordination et la cellule d'intervention. La coordination et la cellule d'intervention. C'est la coordination qui est permanente. C'est la coordination qui est permanente. Mais par contre, la cellule d'intervention, elle n'est pas permanente. Elle est en fonction de l'incident qui se passe. Et si l'incident se passe quelque part, vous pouvez créer une cellule d'intervention avec, dans cette cellule où vous donnez à chacun son rôle, et une équipe médicale de médecins et des infirmiers. Donc, vous savez, nous ne pouvons pas dire que nous partons de néant. Hein? Nous ne pouvons pas dire que nous partons de néant. Non, parce que parmi nous les Congolais, il y a des professionnels de santé qui ont travaillé pour la plupart des cas dans les équipes médicales, hein, d'urgence internationale. Nous avons cette base de données. Ça, c'est un atout. Oui, un atout majeur. Nous en avons, c'est moi-même qui vous parle, je suis le fruit d'une équipe médicale internationale. Donc je travaillais comme chirurgien, parce que de formation, je suis chirurgien général, et j'ai été capacité en trauma care, j'ai été capacité en chirurgie viscérale. En fait, j'ai la formation MSF certifiée et la formation du CICR certifiée. Maintenant, j'ai les formations avec OMS certifiées. Donc, un bon choix.
Vous avez fait un bon choix de placer là à la tête. Merci beaucoup. Et on a eu à diriger des équipes médicales d'urgence mobiles. On est allé dans de terrains énormes. Donc, sans vous mentir, si je prends mon CV, je le place dans n'importe quelle institution internationale. Et je suis directement recruté. J'ai été au sein de Médecins sans frontières section française. J'étais le chirurgien flying. Vraiment, quand il y a un CV là pour tout. Si on laissait donner tout ce détail, on pourrait donc, voilà. Alors, avec ça, ça nous permet, nous avons les cliniques universitaires qui est une bonne base pour nous, les cliniques universitaires qui est une bonne base pour nous, pour recruter le personnel et aller leur dire c'est quoi une équipe médicale, et ils sont formés par rapport à ça et ils vont appuyer les équipes médicales. Et à travers nos différents hôpitaux, nous avons de personnes ressources. Vous voyez, ce qui fait défaut dans notre pays, c'est la coordination. Vous voyez, c'est la coordination et ce sont les moyens qui manquent. Vous voyez, quand je dis les moyens, pas de moyens en termes de ressources humaines, mais de moyens en termes de la logistique. Vous voyez, c'est une équipe où nous devons avoir, comme on dit, l'équipe médicale, l'élément le plus important, c'est deux choses. N'est-ce pas? Oui. La formation, la première des choses, et l'autosuffisance. Vous voyez, la formation, donc ce sont des personnes qui sont formées, qui sont des qualités, vous voyez, et il faut être autosuffisant. Parce que, pourquoi? Parce que vous devez être déployé dans le 24 à 48 heures. Donc on ne peut pas savoir, voilà ce qui s'est passé récemment, vous voyez, avec ça. Donc il faut que les gens soient prêts à pouvoir intervenir en vue de réduire, n'est-ce pas, le taux de décès ou des morbidités liées à l'événement qui se passe. Docteur Sina, nous posons la question, lorsqu'il y a, mettons, une descente à réaliser, le nombre de cellules sont nombre de combien? Vous dépêchez combien au cas où il y a une intervention qui doit s'effectuer rapidement? Okay. La première des choses, il faut que je vous donne la composition de l'équipe médicale d'urgence. Okay. L'équipe médicale d'urgence, c'est les médecins. Oui. Dans le médecin, vous avez le médecin généraliste ou le médecin spécialiste. Vous voyez? Les médecins généralistes ou les médecins spécialistes. Deux, vous avez les infirmiers. Vous voyez? Dans l'équipe médicale. Trois, vous avez la logistique. Parce que vous ne pouvez pas réaliser une opération avec succès sans la logistique. Vous en avez déjà? Nous avons un coordonnateur et petit à petit, nous sommes en train de voir, c'est comme ça que je vous ai dit, ce qui nous manque, ce sont des moyens. Pas de moyens en termes de ressources humaines, mais de moyens en termes de ressources financières, en termes de ressources logistiques. Vous voyez? Donc là, nous sommes dans un début, nous n'avons rien. C'est comme ça que nous, à travers les médias, à travers la sensibilisation que nous sommes en train de mener, et nous avons espoir que les choses vont aller, parce que notre premier pourvoyeur de tout, c'est le gouvernement, avant que nous puissions voir les autres partenaires. Donc je disais, la troisième personne, c'est la logistique. La quatrième personne, c'est ce qu'on appelle le PCI ou les IPC. Donc la prévention, contrôle, infection. Vous voyez? Parce que quand nous descendons sur le terrain, nous allons aussi bien nous occuper des personnes qui sont malades, mais nous devons aussi nous occuper de nous. Donc nous allons monter les abris, donc les tentes, aussi bien pour les malades et aussi bien pour nous-mêmes. Et pour ça, là où vous rassemblez les gens, il y a toujours des maladies, comme on appelle, les maladies nosocomiales qui se transmettent dans les hôpitaux, tout ça. D'où il faut donner des gens, avoir des gens qui peuvent
faire le contrôle de l'infection. Donc, il faut que ces personnes soient là. Et, comme on dit, l'eau, c'est la vie. Donc, le wash. Donc, il faut qu'il y ait des gens qui peuvent nous donner de l'eau, qui peuvent avoir les latrines, hein, tout ça. Donc, cette personne-là, ça fait 5. Maintenant, en fonction de besoins qu'il y a sur le terrain, que vous allez envoyer les nombres. C'est par rapport aux besoins. Vous allez caler un nombre là, voilà. Bien sûr, de manière à ce que vous voilà. Ouais, parce qu'il y a des ratios qui sont faits en fonction de tel nombre de malades, il faut envoyer autant de médecins, tel nombre de malades, il faut envoyer autant d'infirmiers, tel nombre, ainsi de suite. Donc il y a quand même un ratio qui est comme ça. Docteur Silva, vraiment vous avez installé, vous étiez installé par le ministre de la Santé publique, mais comment est-ce que jusque-là vous n'avez pas un budget, bien sûr, qui va vous permettre de manière à ce que, à remplir le besoin comme il faut, selon votre mission régalienne? Nous avons été nommés par le ministre et installés par le secrétaire général. Certes, nous, comme je vous le dis, c'est vers septembre, août, juillet, c'est vers la fin de l'année. Et le budget est déjà calculé bien avant. Donc nous avons l'espoir qu'avec le budget actuel de 2023, et les ministres, je vous dis, c'est quelqu'un qui est un grand travailleur, c'est quelqu'un qui veut que les missions qui lui sont confiées par le président de la République puissent être exécutées. Et je vous assure, il est derrière. Il est derrière. Autrefois, le Premier ministre, lors de la présentation du budget national, quelques secteurs ont été évoqués, quelques secteurs, on a aussi parlé, bien évidemment, de la santé universelle. Nous pouvons au moins croire que par rapport à la répartition, vous aussi pouvez prendre part à ce budget national 2023. Nous avons espoir. Docteur, comme vous avez déjà commencé, il y a d'autres partenaires extérieurs avec qui vous collaborez? Oui, le premier partenaire technique du ministère de la Santé, c'est l'OMS. Et cette initiative est venue de l'OMS. Cette initiative est venue de l'OMS. Et tout ce que nous sommes en train de faire jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est l'OMS. Et là, nous sommes avec eux pour un déploiement. Nous avons déjà fait un petit déploiement par rapport aux activités qui se sont déroulées ici par rapport aux obsèques des victimes des pluies diluviennes. Mais là, avec OMS, les requêtes sont déjà introduites pour déployer les équipes à travers la République démocratique du Congo. Parce que si vous ne le savez pas, au jour d'aujourd'hui, il y a 1 ou 2 semaines, si je ne m'abuse, la province de Nord Kivu venait, par l'entremise de son gouverneur militaire, de déclarer l'épidémie de choléra dans le Nord Kivu. Il venait de déclarer, et la prise en charge médicale, c'est là où il y a l'intervention des équipes médicales d'urgence. Et si vous suivez les informations qui sont données chaque fois par la direction de la surveillance épidémiologique, il y a la rougeole qui est en train de sévir notre pays. Et nous avons aussi prévu une requête par rapport à ça. Et comme vous savez, c'est beaucoup plus la fin de l'année où plusieurs partenaires ont commencé un peu à fermer. À part le MES, vous n'avez pas aussi ciblé d'autres partenaires de manière à ce que de tenir aussi n'importe? Oui, donc en fait, le gros du problème, c'est que dans les organisations, ils ont toujours, il y a une coordination. Et dans la coordination, l'équipe qui mène le lead, c'est l'OMS. Même si c'est une autre structure qui va nous appuyer, ça passera toujours par OMS, sauf une urgence spécifique qu'ils peuvent
intervenir. Mais ça n'empêche pas que les autres institutions puissent nous aider. Docteur Laurent, nous étions sur le terrain, nous avons essayé un peu de faire savoir à la population, comme c'était une nouvelle unité de la santé, s'il connaît des équipes médicales d'urgence, on va un peu souffler de manière à ce que nous puissions au moins avoir les avis de la population. Non, nous saluons cette initiative parce que ce sont des événements qui arrivent, vous voyez, parce que la République démocratique du Congo, bon, particulièrement la ville de Kinshasa, lorsqu'il y a la pluie crée des dégâts historiques. Il y a des personnes qui meurent et consortent, mais quand le chef de l'État a pu mettre cette structure en place, en tout cas ça va sauver la vie de beaucoup de personnes. Non, bon, cette structure doit être permanente, c'est-à-dire 24 heures sur 24 heures. Il ne faut pas que lorsque la population contacte, vous remarquerez, non, ce n'est pas disponible et tout ça. Mais c'est ce que moi je souhaiterais, il faudrait que la structure soit 24 heures sur 24 heures, que la structure soit opérationnelle. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Intervenir dans les cas pareils, ça va aider la population. Vous voyez, des cas des inondations que nous avons enregistrés, cela avait beaucoup choqué la population. Et si cette structure va venir dans le sens de sauver, de venir dans le sens d'aider aussi la population, ça serait vraiment une bonne chose. Et vous voyez même le cas de sinistrés, les cas aussi de ceux qui sont dans la province de Nord Kivu. Il y en a des familles qui vivent dans une mauvaise situation. Et je pense que la structure, c'est une bonne chose déjà, ça va aider la population dans ces cas. L'équipe médicale d'urgence, c'est une structure du ministère de la Santé publique qui s'occupe de la gestion des catastrophes. Que ce soit les catastrophes naturelles, que ce soit les catastrophes provoquées par les actions des hommes. On peut parler de tout ce qui est comme épidémie. On a eu beaucoup d'épidémies d'Ebola, des épidémies de choléra, les retombées des conflits, les guerres, les catastrophes naturelles, comme la dernière fois, on a eu les dernières pluies qui ont fait beaucoup de dégâts dans la ville de Kinshasa. Sur terrain, je sais que c'est une structure qui est encore en gestation. Il n'y a pas longtemps qu'elle a été mise en place par le ministère. Je pense qu'ils sont encore en phase d'installation et de formation des équipes. Nous espérons que progressivement, ils vont se mettre en place et gérer tout ce qu'il y a comme problème dans la ville de Kinshasa et dans tout le pays. Par rapport à leurs tâches, j'espère d'abord qu'ils vont mettre en place correctement les structures. Après, il faut qu'ils passent à l'étape de formation du personnel parce que ça doit être une équipe multidisciplinaire. Donc des médecins, les généralistes et les spécialistes, toutes les spécialités, des infirmiers ainsi que les autres membres de la corporation médicale comme les laborantins et les pharmaciens. Et après, ce qui est très important, la partie logistique. Il ne faut pas qu'ils oublient que sans logistique, sans bonne logistique, ils ne pourront pas bien intervenir sur le terrain. Oui, la tâche est trop grande. J'espère qu'ils seront en mesure de s'occuper de toutes ces tâches. Il faudra qu'ils soient bien structurés, qu'ils soient joignables et qu'ils aient suffisamment de financement pour intervenir à temps. Merci bien. Nous venons de suivre là les interventions de la population sur les équipes médicales d'urgence. Docteur Laurent, en suivant ce genre, ils ont une préoccupation. Ils se disent que est-ce que vous serez en mesure de y aller au fin fond un peu partout, de manière à intervenir pour sauver des vies? Est-ce que vous avez les équipements qu'il faut? Est-ce qu'il y a un bon nombre de gens que vous avez bien formés qui vont vous faciliter la tâche au cas où il y a un problème? Directement, vous pouvez vous dépêcher rapidement pour procurer la solution. Oui, madame, c'est une très bonne question. Je comprends. Vous savez, quand il y a une structure qui est nouvelle, il y a beaucoup de questionnements autour de la structure. Mais soyez rassurés,
il faut nous faire confiance à votre coordination. Nous allons mobiliser suffisamment de ressources. Nous allons mobiliser suffisamment de ressources en termes de ressources humaines, financières, logistiques, pour arriver tant soit peu à soulager notre population. Et c'est comme ça que nous avons dit que nous avons un plan d'action. Bientôt on aura un atelier, l'atelier d'élaboration de ce plan. Et ce plan va être présenté, validé et vulgarisé. Notre premier bailleur de fonds, c'est le gouvernement. Donc, si le gouvernement accepte de nous appuyer d'emblée, parce qu'il a c'est son enfant, donc nous serons à mesure de satisfaire la population. Parce que nous allons implémenter, n'est-ce pas, l'équipe médicale au niveau de chaque province et voir au niveau local. Donc l'objectif, c'est d'aller plus loin. Peut-être pas... Non, pas seulement. Non. C'est vrai que la ville de Kinshasa, c'est le miroir de la République démocratique du Congo. C'est comme ça, vous avez vu, pour cet atelier, nous avons pris beaucoup de gens de la ville province de Kinshasa. Et prochainement, quand il y aura encore des ateliers, la ville de province de Kinshasa aura à elle seule aussi son atelier qui ne va concerner que la ville province de Kinshasa, comme les autres provinces. Donc, nous voulons, dans 6 mois, n'est-ce pas, dans 6 mois, Dieu voulant, que nous puissions arriver à former au moins 275, n'est-ce pas, membres de l'équipe. Et en fait, nous pensons, vraiment notre pays étant vaste, vous voyez, notre pays étant vaste, notre pays, il a 9 pays frontaliers qui autour de lui. Avec ça, il y a toujours des problèmes. Il y a des conflits interethniques, il y a ceci. Donc ça fait toujours qu'il y ait un problème d'urgence sanitaire. Et ça, il faut vraiment avoir un grand nombre. Mais il faut avoir de fonds. L'objectif, c'est d'avoir une quantité énorme de membres de cette équipe. Mais pour un début, on ne peut pas être trop prétentieux. Ouais, on ne peut pas être trop prétentieux. On va step by step, comme on le dit, donc étape par étape. Mais l'objectif, d'ici juin 2023, qu'on ait quand même 200 personnes formées, au moins. Lors de l'atelier de la fois dernière, avez-vous formé déjà combien de 25. Oui, nous avons formé 25. La discussion qui est présentement ici, c'est devrons-nous former province par province, n'est-ce pas, ou devrons-nous former par poule? C'est-à-dire, on répartit en 5 poules, Kinshasa, poule, ouest, poule, est, poule, centre, poule, et le sud, poule. Qu'est-ce que ça veut dire? Le sud, c'est tout ce qui était comme province du Katanga. Aujourd'hui, qui a été fractionné, on met ça ensemble. Vous voyez? Et là, on forme 50. Vous voyez? On prend le centre, c'est-à-dire tout ce qui est Kasaï oriental, Kasaï occidental, Sankuru. On forme 50. Vous voyez? Est, donc on prend Maniema, Sud Kivu, Nord Kivu, et tout le grand, comme on dit, grand province orientale. On forme 50. Vous voyez? On vient pour le ouest. Donc on prend tout ce qui est Bas-Congo, tout ce qui est Grand Équateur, tout ce qui est Grand Bandundu. On forme 50 et puis Kinshasa 50, ça nous fera 50, 50, 50, ça fait 250, plus le 25 qui avait été formé, ça nous fera 275. On voudrait quand même commencer par là. Ouais, avec ça, on a au moins de représentants dans chaque province
2 ou 3, et puis après, maintenant, avec ces représentants, nous commençons maintenant à former. Ça, c'est une façon de voir. Nous sommes en discussion avec le ministre, dans le cabinet du ministre, le secrétaire général, avec l'Institut national de santé publique, dirigé par le DG Dr Dieudonné Mwamba, et avec l'OMS, pour voir quelle est la meilleure politique. Est-ce qu'il faut faire province par province? Alors pour province par province, en ce moment-là, on va former 25, 25, 25. Maintenant, donc c'est ça la discussion. Vous êtes coordonnateur. Oui. Que pensez-vous sur la stratégie que vous pouvez mettre en place de manière à ce que les équipes médicales d'urgence aussi soient connues aussi par la population? Parce qu'il y a plein de gens qu'on a posé des questions sur terrain, ils disent qu'ils n'ont jamais entendu parler. Il y a également d'autres corps médicaux, on a posé des questions pour savoir s'ils sont déjà au courant de la mise en place de votre structure, de l'équipe médicale d'urgence, et aussi non plus. Quelles sont les stratégies que vous comptez mettre en place de manière que, à un bref délai, que partout là on en parle de l'équipe, des équipes médicales d'urgence? La première de stratégie, c'est la sensibilisation, l'information, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Et nous souhaitons vraiment que vous aussi, le média, vous puissiez nous aider. Notre stratégie, c'est cette information à travers les hôpitaux, parce que nous ne pouvons pas travailler sans les hôpitaux. Nous ne pouvons pas travailler, parce qu'en fait, il faut retenir que l'équipe médicale d'urgence, c'est un système, hein. Cette équipe vient appuyer le système local existant. Vous voyez? Donc les hôpitaux, ils sont là, hein, ils sont là parce que c'est dans des hôpitaux où on prend en charge les malades. Mais quand ils sont devant une situation qui le dépasse, c'est ça les catastrophes, ou les situations une situation où le système local, n'est-ce pas, est dépassé, ils ne s'attendaient pas à ça, n'est-ce pas, et ils n'ont pas de ressources. Donc, voilà, l'équipe médicale vient appuyer ces systèmes locaux. Donc nous ne pouvons pas travailler en aparté, non. Nous allons travailler en collaboration. Donc je vous donne même l'exemple de ce qui s'est passé quand on a fait la couverture médicale des équipes médicales, la couverture médicale des obsèques des victimes des pluies diluviennes. Donc avant de pouvoir venir organiser, nous étions en contact avec les hôpitaux, de manière à ce que quand il y a un patient qui se présente, nous le stabilisons et nous allons le référer. Nous avons eu à référer une patiente lors de l'enterrement, donc qui a fait un coma hypoglycémique. Malgré le soin sur place, elle n'arrivait toujours pas à s'en sortir. Donc nous avons directement, comme on avait déjà des hôpitaux avec lesquels nous travaillons, nous avons contacté directement le médecin directeur de l'hôpital de la clinique Ngaliema et la patiente a été acheminée directement en Ngaliema. Donc nous travaillerons avec les urgences des hôpitaux. Vous voyez? Donc, hormis les équipes qui sont placées dans le centre de traitement épidémiologique. Vous voyez? Hormis ces équipes-là, si nous travaillons, c'est juste stabiliser, n'est-ce pas, et amener. Parce que ce qui tue souvent les gens, c'est le transport des malades. Quelqu'un peut faire un arrêt cardiaque ici. Si vous assurez les mesures de réanimation, cette personne ne va pas mourir. Vous voyez? Donc vous assurez les mesures de réanimation ici, vous le réveillez, paf, et vous le transportez dans les meilleures conditions. Parce que s'il faut voir le nombre, par exemple, d'ambulances médicalisées que nous en avons, c'est à compter de bout de doigts. Vous voyez? Donc c'est tout ça. C'est quand on dit les émus, ce sont les normes. Donc quand nous allons être appuyés par le gouvernement, donc nous aurons des ambulances qui sont dans le standard qu'il faut. Des ambulances qui sont dans le standard qu'il faut pour assurer une bonne évacuation médicale. Vous
Vous attendez l'appui du gouvernement qui vous je crois en la personne du chef de l'État, je crois en la personne du ministre de la Santé, docteur Jean-Jacques Mbungani. Vous savez, ce sont deux personnes qui ont passé la quasi-totalité de leur vie en dehors du pays, et ils voient comment ils ont vécu comment les urgences se font dans ces pays-là. C'est ce qu'ils ont, puis ils amènent en RDC pour faire de la RDC un pays d'espoir. Docteur, un élément aussi essentiel. Vous avez presque la même mission avec la Croix-Rouge. Et nous posons la question, vous êtes venu pour appuyer, soit pour remplacer, il y a dit une différence entre vous et puis l'autre appui à la santé? Non, nous n'avons, en fait, quand nous parlons par exemple de la Croix-Rouge, dans la Croix-Rouge internationale, nous n'avons presque pas les mêmes missions. Parce que quand vous prenez par exemple la Croix-Rouge internationale, il y a plusieurs départements à l'intérieur. Il y a le département médical. Dans le département médical, effectivement, l'objectif, c'est d'assurer, d'avoir les équipes médicales d'urgence internationale. Ouais. Mais dans la Croix-Rouge, vous avez la protection. Ouais. Dans la Croix-Rouge, il y a la protection. Donc, ce sont eux qui travaillent avec le ministère de la Justice. Oui, donc ils ont plusieurs choses qu'ils font, mais ils ont une partie médicale qui correspond effectivement à ce que nous faisons, nous, en tant qu'équipe médicale. De choses à se dire, de manière à vulgariser, de manière à porter à la connaissance de notre grand public de quoi est-ce qu'il s'agit des équipes médicales d'urgence dans les temps nous fait défaut. Et on a aussi une préoccupation autre qu'on aille à suivre dans nos chaînes de télévision de la place. On a parlé du programme national des urgences et actions humanitaires, UNIA, en SIG. Est-ce que c'est différent de vous parce que vous aussi, vous êtes dans le domaine d'urgence et de même, on parle de programme national des urgences. Est-ce que c'est pas la même chose? Vous dites pas la même chose, soit c'est totalement opposé? Ok, merci. Moi également, j'avais suivi cette émission et dommage que ça soit une émission qui est passée. Hein. C'est un député national qui parlait de choses. Bon, moi je comprends, les députés, ils sont beaucoup plus politiques et malheureusement, ils veulent commencer à parler un peu de problèmes techniques qui, pour la plupart, ils n'avaient vraiment pas beaucoup maîtrisé. Et tu vois, quand il a beaucoup parlé comme ça, certainement les gens l'ont entendu, certainement les gens lui ont donné raison. Mais moi, j'aurais vraiment souhaité qu'un jour, s'il veut, il peut m'inviter, hein, qu'on essaye un peu de changer par rapport au problème de la gestion des urgences dans le pays. Alors, pour revenir à votre question proprement dite, le programme national des urgences, n'est-ce pas, a été créé par un arrêté ministériel, n'est-ce pas? L'arrêté ministériel numéro 1250 du cabinet du ministère, à l'époque, c'est le numéro 026 de 2002, n'est-ce pas, donne au programme national des urgences une mission spécifique. La mission du programme national des urgences, c'est la préparation de la réponse, n'est-ce pas, la préparation de la réponse à la gestion des situations d'urgence. Vous comprenez, hein? La préparation de la réponse à la situation des urgences, n'est-ce pas, et catastrophes médicales et ou humanitaires sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire comme toi, aujourd'hui, tu es Madame X et que tu te dis, bon, voilà, je dois manger. Pour manger, qu'est-ce que je dois faire? N'est-ce pas? Je dis, pour manger, il faut que j'ai de l'argent,
n'est-ce pas? Et si j'ai de l'argent là se trouve où? Est-ce que je l'ai dans ma poche ou je l'ai dans une banque? N'est-ce pas? Et si ça se trouve dans une banque, il faut que j'aille chercher cet argent-là. Maintenant, quand j'achète, n'est-ce pas? Je dois aller à tel marché. Donc, tu dois faire toutes ces choses-là. Et après, tu vas aller au marché, tu achètes, tu reviens, tu prépares pour que les gens mangent. Ouais. D'une manière succincte, C'est différent de votre... ce que j'ai dit. Il faut voir seulement les deux missions. Je vous donne les deux missions. La mission du PNUD, c'est la préparation de la situation, la préparation de la réponse à la gestion des situations d'urgence. Vous voyez? Mais par contre, les équipes ou l'équipe médicale d'urgence, n'est-ce pas? C'est contribuer, sa mission, c'est contribuer à la gestion des épidémies et d'autres catastrophes à travers la meilleure prise en charge curative en respectant les normes minimales. Et cette prise en charge, elle est holistique, médicale, chirurgicale, psychologique et autosuffisante. Vous voyez? Donc ça veut dire tout simplement qu'il y a, en termes d'action, le programme national des urgences est au niveau normatif. Vous voyez? Parce que quand on regarde ses attributions, on lui dit d'élaborer des plans. Hein? Donc, première, on dit élaborer les plans des contingences spécifiques des situations d'urgence. Ça veut dire que ces programmes doivent s'asseoir, commencer maintenant à dire « Ah, nous avons l'éruption volcanique dans notre pays. Comment intervenir quand il y a l'éruption volcanique dans notre pays ?» Vous voyez? Donc, ils écrivent ça. Ah, il y a les inondations. Ils écrivent. Voilà, ça c'est le programme national des urgences. Oui? Mais maintenant, dans l'action, dans l'opérationnel de ce qui doit être fait quand les gens sont malades, quand les gens sont... C'est l'équipe médicale d'urgence qui vient pour toucher ces personnes, pour les soigner. Okay. C'est vraiment deux choses différentes. Voyons maintenant la différence et nous avons tellement compris. Docteur, je vous accorde une minute. Qu'est-ce que la population, soit le bon public, peut retenir des équipes d'urgence en quelques mots? Ok, de façon simple, l'équipe médicale d'urgence, c'est pour la population de façon générale, c'est que ce sont de personnel soignant qui vous donne de soins cliniques directs, vous, la population, qui êtes dans une situation d'urgence, de catastrophe. Merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de savoir nombreux de manière à ce que se suivre cette émission Grand Débat. Et on a eu à parler en long et en large avec le docteur Laurent Simba Limoboutou. Je pense bien que nous aurons à parler plusieurs fois dans nos émissions, parler en long et en large, de manière à ce que vous puissiez recevoir et vous adapter à l'équipe, aux équipes médicales d'urgence. Quant à moi, je vous aime bien et on se retrouve à très prochainement. Au revoir.